Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour discuter innovation dans la filière équine. Donc, je suis Alice Monnier-Thorin, gérante de la société Ars Développement, qui est une agence de conseil en développement stratégique spécialisée dans la filière équine. Et je suis également doctorante chercheuse. Je travaille en management stratégique sur la question de l'acceptation d'innovation. Donc, aujourd'hui, pour parler innovation, nous avons 3 entrepreneurs et Zachary aussi peut-être entrepreneur, on peut dire. Donc, Zachary du groupe Lean, Bertrand pour Groomy et Equidépic et Jonathan pour Ovelo. Je vais vous laisser vous présenter à votre tour. Eh bien, bonjour à tous. Effectivement, Zachary Bazin, je travaille chez Lean. Lean, c'est une société qui a démarré historiquement sur le marché de la sellerie, de sellerie sur mesure, notamment avec les marques CWD, Devaucoux, Buté, et qui a maintenant aussi d'autres pôles comme le Health and Science avec Audemars Raven, Laboratoire, et la Rioneo. Voilà, donc un groupe qui se diversifie et qui regarde le cheval vraiment dans son ensemble. Bien, bonjour à toutes et à tous, Jonathan Hérodé, je suis fondateur d'Ogalo. Ogalo, c'est une plateforme de mise en relation dans le domaine du transport équin. Notre métier, c'est de mettre en relation des demandes de transport avec des transporteurs pro, certifiés, qualifiés, et on développe également un outil de gestion et d'optimisation de transport pour les transports. Et enfin, Bertrand Voyer, l'un des associés et fondateurs de la société Equidépic, qui est une agence de communication et de développement informatique spécialisée dans la filière cheval. Une société qui a maintenant presque 20 ans et qui est aussi éditeur d'un logiciel de gestion qui s'appelle à destination des élevages et détenteurs équipés. Merci beaucoup à vous. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'était d'évoquer à travers des témoignages réels d'entrepreneurs et de leurs expériences ce parcours d'innovation et potentiellement les difficultés rencontrées, comment les surmonter et peut-être ainsi aider de futurs porteurs de projets dans la filière équipe. Donc, on va peut-être d'abord parler de cette question de l'idée. Dans la littérature en sciences de gestion, on a 2 paradigmes. L'identification de l'opportunité, elle est vue soit comme une opportunité qui préexiste dans le marché, et là, l'entrepreneur est vu comme quelqu'un d'assez visionnaire qui va finalement identifier ce gap ou cette difficulté chez les utilisateurs et venir y répondre. Ou alors, elle est vue comme une construction, c'est-à-dire que par votre R&D continu, par vos rencontres, vous faites évoluer des produits et des services, et c'est ça qui va venir vraiment constituer l'innovation. Et bien sûr, on a des chercheurs qui considèrent que c'est un mélange entre les deux, finalement. Donc, j'ai envie de vous demander comment est-ce que vous vous situez et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'identification de cette idée? Alors, comment on se situe? Je pense qu'on serait pour Ogalo sur finalement, peut-être le premier cas, puisque l'idée d'Ogalo est née d'un constat en étant en contact des acteurs de la filière. À Mangano, j'avais créé une première société qui est une concession de véhicules équins, et c'est en étant en contact de ces acteurs, et notamment demandeurs de transport, mais également transporteurs, on a identifié le besoin. Le besoin, c'est que on a remarqué que l'offre de transport était présente, la demande de transport était présente également, mais qui finalement manquait du lien entre l'une et l'autre, et qui malheureusement pouvait apporter des difficultés sur le marché, notamment les faux transporteurs, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc nous, de notre côté, ça a vraiment été le fait d'être au contact du marché pour identifier finalement l'idée, réfléchir de quelle manière on pouvait adresser le marché, avec quel type d'outils. On a choisi la technologie. Et voilà la façon dont on est arrivé là du côté d'Ogalo. Alors, du côté des clics, c'est passé un petit peu différemment. Nous, on était à une époque, donc il y a 20 ans, j'étais en dernière année d'école d'ingénieur, la digitalisation dans les entreprises commençait tout juste à arriver. Passionné d'informatique, j'ai voulu intégrer l'outil digital en fait dans les structures de la filière cheval. Et on a commencé par la communication, bien évidemment, développement de sites internet, développement d'outils de gestion. Et on a toujours eu à cœur chez Equidépic de coupler les deux. Parce que l'innovation, c'est aussi s'adapter à son marché. On va en parler très certainement tout à l'heure. Et il y a des utilisateurs dans la filière cheval que j'avais identifiés comme étant des bons gestionnaires
avaient du mal à prendre le temps de faire la communication, donc je voulais les aider à mieux communiquer. Et par contre, j'avais des utilisateurs qui n'étaient pas forcément des turbo-gestionnaires, mais qui arrivaient déjà un petit peu communiquer. Donc, j'ai toujours voulu couper cette notion de communication avec les outils de gestion et créer des passerelles, des liens entre les deux. Merci beaucoup. On entend déjà effectivement cette question de l'adaptation au marché, aux utilisateurs, à leurs besoins. La question suivante, elle va tourner autour de la construction de l'innovation. Puisque cette filière équine, c'est un marché particulier avec des habitudes ou des choses parfois un peu ancrées, que Vibration peut sauver un peu anticonstitutionnel par rapport à leurs habitudes. Comment est-ce que vous vous êtes adapté? Est-ce qu'il y a un processus d'étude de marché pour mieux comprendre ses besoins? Est-ce qu'il y a un processus de co-construction avec les utilisateurs pour la prise en main rénovation? Comment ça se passe? Oui, alors après, je pense qu'on est quand même sur un marché où on peut s'amuser un peu, innover. C'est vrai que si on était sur un marché à vendre des aubergines, c'est un peu plus compliqué peut-être. Là, on a vraiment de quoi s'amuser. Effectivement, c'est important de co-construire. On a une filière particulière, mais je pense que le côté de tradition, on entend aussi la culture équestre qui est très importante. Je pense que la connaissance du cheval est fait importante de l'oser, de la prendre, et le cheval doit rester au centre. Il y a des choses de notre tradition et au culture équestre qui sont encore tout à fait à jour. On a les droits, ce genre de grands principes d'écuyer. Et le but de l'innovation, je pense que c'est de remettre en question, d'avancer, de prendre en compte les avancées technologiques, scientifiques et les adapter à ces grands principes-là. Ne pas hésiter à remettre en question certains points ancrés, hein, parce que c'est traditionnel et culturel, c'est bien. Mais il y a quand même des bonnes choses et des belles bases. Et après, pour répondre à la co-construction, effectivement, nous, de toute façon, je vais dire, dans notre gouvernance et notre fonctionnement, c'est pareil. On est toujours très en lien avec nos cavaliers, nos ambassadeurs. Voilà, on a des points chaque mois pour être très concret. Sur le côté très opérationnel, chaque mois, on a tous les managers on se réunit avec notre Je viens de se demander s'il y avait des prises en main, des innovations. C'est ça. Donc, les managers commerciaux et l'équipe recherche et développement au bureau d'études se réunissent tous les mois pendant les retours du terrain, etc. Et après, dans notre développement de produits, effectivement, on essaie d'intégrer les bonnes personnes toujours au bon moment. Voilà, au début, on n'a pas eu des décisions, on va plutôt travailler avec des personnes du service R&D, prototypistes, etc. Et après, l'objectif, c'est d'aller assez vite, amener chez les cavaliers, voilà, essayer de confronter nos produits, nos prototypes assez tôt avec des cavaliers, avec le reste de l'entreprise, le marketing, le commerce. Essayer d'amener les bonnes personnes au bon moment pour construire le proto jusqu'au produit fini. Et donc, par exemple, vous, Jonathan, est-ce que vous avez peut-être des exemples chez Ogalo de cette co-construction, de cette adaptation aux habitudes du marché? Oui, tout à fait. Zachary parlait de produits. On voit que l'innovation, elle est sur les produits à tous les niveaux. On en parlait avec Asko qui innove même jusqu'aux petites culottes. Donc, l'innovation est vraiment présente à tous les niveaux. Nous, de notre côté, on a fait l'erreur au départ de ne pas être dans cette dynamique de co-construction. Moi, je n'étais pas du tout tech. Alors, c'est un peu dommage en lançant un produit tech et finalement, c'est ce qui nous a fait commettre beaucoup d'erreurs. Et on en discutait avec Bertrand. L'erreur qui a été commise au départ, c'est d'imaginer un produit que l'on pense correspondre exactement aux attentes du marché. Pour petit rappel, et on avait travaillé ensemble, Alice, on en parlera sur l'étude du marché autour d'une plateforme qui répondait à l'intégralité des besoins en matière de transport équin, avec 3 verticales, donc le transport, le covoiturage et la location de véhicules. Et il s'avère qu'on a travaillé dans l'ombre pendant quasiment 1 an avec une agence de développement pour sortir un produit que l'on avait étudié, travaillé, testé, etc. et qui au final n'a pas du tout répondu aux attentes. Donc nous, on a retenu cette erreur, on travaille de façon complètement différente maintenant. On a une équipe technique et une équipe produit qui nous permet d'être en interaction permanente avec nos utilisateurs, notamment côté transporteur. On a un gros bloc innovant à apporter sur l'optimisation de trajet, sur l'organisation d'activités. Et nous, de notre côté, la co-construction est au centre. On a des interactions hebdomadaires quotidiennes avec les transporteurs qui nous permettent de comprendre le besoin, de voir de quelle manière la technique va pouvoir les répondre et surtout derrière de prioriser. Oui, tu as raison de souligner cette question de la confidentialité. En étudiant différents projets, on se rend compte que cette question de la confidentialité vient parfois éluder l'arrivée au marché. Évidemment, on veut protéger un maximum son idée,
Et le risque, du coup, c'est d'aller au marché avec une solution qui est pas tout à fait adéquate. Donc, il faut toujours trouver le point d'équilibre et c'est parfois très délicat. Bertrand? Je vais rajouter quelque chose sur la notion d'idée et d'idéation et de co-construction sur le produit. Ce qui est important, donc, l'entrepreneur, il identifie très souvent une opportunité. Donc, il commence déjà par cette opportunité en se faisant une vision du marché, une vision du produit idéal par rapport à ce marché. Et, et bien souvent, ce que tu as dit, Jonathan, on a tendance à un petit peu oublier, écouter le terrain en conséquence et de co-construire le produit. Chez Equidetic, on a mis en place une méthodologie, donc une méthodologie qui est très connue, c'est la méthode agile Scrum, qui permet en fait de travailler en itération de manière successive, pas forcément toujours en discussion avec le client, mais vraiment toujours itérer et faire des phases de test de mise sur le marché ou avec des cycles de production beaucoup plus courts. Toujours bien revenir sur les attentes du client, bien comprendre le produit. Je crois qu'on a quelques questions après sur notre passé, sur est-ce qu'on connaît bien le cheval, etc. Je vais garder ça pour après. Merci Bertrand. Donc, une fois qu'on a identifié une opportunité, qu'on a co-construit, on a avancé dans ces étapes de développement autour de l'innovation, souvent se pose la question du financement pour aller plus loin. Du financement ou du manque de ressources, du manque de compétences parfois en interne sur des projets qui peuvent être à plus ou moins grande échelle. Est-ce que vous pouvez nous parler de peut-être ces difficultés-là? Qu'est-ce qu'on peut trouver en tant qu'entrepreneur ou Comet, comme par Filière pour pallier à besoin de ressources qu'on peut avoir? Est-ce qu'il y a des incontournables? Alors, de notre côté, le financement a été et est toujours au cœur, je pense d'ailleurs comme toute entreprise, mais encore plus en ce moment, puisqu'on a beaucoup d'itérations, beaucoup de travail finalement dans l'ombre avant de sortir le produit. Et quand bien même le produit arrive sur le marché, la notion de rentabilité est loin d'être au rendez-vous dès les premières semaines et mois d'utilisation. De notre côté, par rapport à notre expérience, côté Ogalo, on a financé la première version via un financement bancaire classique, donc lever de la dette, tout simplement, c'est le premier réflexe que l'on peut avoir. Et puis ensuite, derrière, tout s'est accéléré. On a pu s'entourer notamment d'incubateurs. Donc, on peut éventuellement parler du polypolien. Bertrand, tu peux dire quelques mots dessus. Nous, à l'échelle locale, à Orléans, nous avons une structure qui est portée par le Crédit Agricole qui s'appelle le Labo, qui est d'un incubateur de start-up et qui nous permet d'accéder à différents types de financement, donc notamment des aides par rapport à la BPI sur du prêt d'amorçage, sur du financement, il y a de la subvention également, et puis un levier auquel on a eu recours très récemment pour faire moduler les équipes, qui est la levée de fonds. Je ne sais pas si on souhaite creuser ce sujet de la levée. J'avais peut-être une question sur le fait d'arriver vers des potentiels investisseurs avec un projet filière équine, ce qui est quand même, je pense, une coloration particulière. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, je pense. Concrètement, on a fait 2 tours de table. Un premier tour de table qui était plutôt de la love money, donc des personnes qui croyaient à le projet, qui n'étaient pas du tout issues de la filière équine sur une petite levée de fonds. Et les ressources dont on avait besoin pour la deuxième levée étaient beaucoup plus importantes. Et il a fallu qu'on aille chercher, contacter des fonds d'investissement, contacter des financeurs privés, etc. Quand on parle de projet autour de la logistique, les portes s'ouvrent, et dès qu'on inclut le mot cheval, les portes se referment. Donc, on a essayé de trouver un juste milieu, c'est-à-dire contacter les bonnes personnes qui ont une appétence entrepreneuriale, éventuellement logistique, mais aussi avec une connaissance du milieu pékin qui nous apporte aujourd'hui 2 choses, qui est la connaissance de ce milieu et la confiance sur le fait qu'un marché existe, contrairement à des personnes qui puissent être complètement décorrélées et qui ne voient pas. Certaines personnes nous disaient, mais personne ne transporte les chevaux. Vous voyez, quand on n'est pas dans la filière, c'est pas du tout induit. Et également toute cette partie aujourd'hui qui nous aide beaucoup, qui est le réseau, puisque seul on ne fait strictement rien, que ce soit en matière de ressources humaines, mais également de réseau. Donc voilà la façon dont le financement a pu nous aider. En effet, lever des fonds dans les quins n'a pas été une tâche très facile. On imagine, et félicitations. Bertrand? Alors, je parlais de l'histoire d'Equidetic parce que c'était il y a longtemps, il y a 20 ans, Jonathan. À l'époque, créer une startup, c'était pas aussi simple. Même créer une entreprise, c'était pas aussi simple. J'ai fait mon mémoire de fin d'études sur la création de l'entreprise.
6 mois d'études du marché. Pas forcément au niveau de ce que tu peux faire de ton côté, mais on a commencé par cette première phase d'études. J'ai fait un prêt étudiant près d'entreprise. C'est mon prêt étudiant qui a payé la création d'entreprise avec un effet de levier bancaire, 1 euro pour 1 euro, qui m'a permis de démarrer derrière. On a tout autofinancé chez Déclic, on a toujours trouvé investi dans l'entreprise pour permettre de développer l'innovation toujours chaque jour un peu plus. Il y a quand même quelques éléments qui ont été assez intéressants à utiliser, même sur une entreprise qui est en autofinancement. On a eu la chance de pouvoir faire du crédit pour innovation, notamment. En France, c'est quand même un gros avantage. On fait pas loin quand même de 50 000 euros de crédit d'impôt innovation sur l'entreprise en investissant pas loin de 200 000 euros quand même en innovation, en itération sur notre outil de gestion. Mais il y a plein d'autres solutions qui existent maintenant sur le marché. On peut parler très rapidement de la French Tech, avec la bourse French Tech qui permet maintenant à un entrepreneur d'arriver avec une phase d'idée, d'obtenir jusqu'à 15 000 euros quand même de financement sans garantie derrière, qui permettent de faire des effets de levier à la fois bancaire et avec l'apport que peut faire la personne. Il y a de plus en plus de réseaux. On parle notamment de réseaux d'entreprendre en Normandie qui permet de faire de l'apport également. Avec un peu de mentorat de la part de chefs d'entreprise qui ont un peu d'expérience et qui vont pouvoir accompagner. Hippolia, bien évidemment. Oui, j'allais y venir. Est-ce que tu peux parler un petit peu d'Hippolia parce que je sens que c'est important. Hippolia, c'est le pôle de compétitivité filière cheval. Il existe très peu de pôles de compétitivité en France. On a la chance d'avoir une spécificité et une couleur cheval sur ces secteurs. On a sans doute le territoire français accueille le meilleur de la technologie autour du cheval en France. On est très très largement leader sur pas mal de sujets dans la filière cheval, que ce soit dans le logiciel, fabricants de camions, fabricants de selles, qui sont très très leaders sur ce sujet. L'intérêt d'Hippolia, ça va être d'identifier et d'accompagner les petits porteurs de projets au démarrage, parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'accompagnement, d'être entourés, d'être encadrés, pour les aider à prendre conscience des limites de leur vision d'entrepreneur, où ils regardent avec simplement leur vision, leur expérience à eux d'entrepreneur. L'idée, c'est de leur permettre de prendre conscience un peu plus du marché et d'être challengés au quotidien. Et ce challenge, on va l'avoir à Hippolia, mais on va l'avoir aussi au quotidien. Peut-être que c'est ça que tu pourras en parler. Challenge de la part des clients qui nous oblige aussi à itérer énormément sur nos sujets d'innovation. Oui, on peut rappeler qu'Hippolia a pour leitmotiv le rayonnement international français autour de l'innovation. C'est vraiment au cœur de leur sujet, de leurs accompagnements, que ça soit pour la start-up, le créateur, mais jusqu'à l'entreprise existante également. Zachary, peut-être un mot? Oui, du côté d'une entreprise peut-être un tout petit peu plus établie, le financement est forcément un peu différent. On va peut-être pas solliciter les mêmes aides, mais on peut aller avoir accès au crédit impôt recherche, par exemple, à la recherche de subventions. C'est pas encore tout à fait le cas chez nous, mais ce serait presque un incroyable temps finalement. On va aller regarder ces subventions régionales, nationales, européennes. Donc c'est plutôt des choses comme ça que nous on va aller chercher. Après, on a aussi des partenariats, notamment sur des thèses, avec notamment des thèses qui sont soutenues par l'Agence nationale de la recherche. L'objectif, c'est aussi de financer l'innovation de la filière. C'est un peu l'entreprise, c'est pas financer l'entreprise, mais il y a ce sujet-là dans lequel on a vraiment envie de s'investir. Et puis après, c'est une partie de son chiffre d'affaires aussi qui est dédiée, budgétisée chaque année pour notre partie recherche et développement. En tant qu'entreprise à mission, ça fait partie de vos ambitions, cette question d'aider la filière AKIM dans son ensemble sur cette question d'innovation? Oui, tout à fait. Comme je le disais en présentation, le groupe LIM est présent sur une grande partie de la ville du Châle. Et effectivement, en tant qu'entreprise à mission, est-ce que ça fait partie du champ des normes? Et donc, on est basé sur une grande partie de la ville du Châle. Et notre objectif, c'est vraiment de participer à la filière. On est une entreprise qui est plutôt bien établie maintenant. Je pense que la filière, c'est un écosystème. On se doit, en tant qu'entreprise, de participer à ça, de faire en sorte que les cavaliers puissent gravir des offres particulières
Et voilà. Oui, il y a en accompagnant la recherche à tous les niveaux, des thèses ou autres, vous participez à cet élan finalement de consolidation autour de nos connaissances et de la recherche, de la progression d'innovation. Peut-être un conseil à donner à des batteurs de projets? Alors, je vais rebondir avant sur la notion de mission, en effet. À partir d'une certaine taille d'entreprise, on a envie de partager notre expérience, on a envie de faire progresser la connaissance. Et il y a également une notion d'image à avoir. C'est intéressant de mettre cet effort qu'on va pouvoir faire au sein de la communauté, permet aussi de positionner l'entreprise en tant que leader sur certains sujets et du coup de se positionner d'un point de vue marketing de manière intéressante. Notre objectif, c'est vraiment aussi de prendre l'innovation par le biais scientifique et cette rigueur. En 2013-2014, on a eu l'intégration de la thèse de Pauline Martin. Et l'objectif, c'est que le marketing sublime cette recherche, sublime cette connaissance et l'équitation. Et c'est une vraie compétence, c'est quelque chose qui est très important. Je pense qu'on parlera aussi après sur comment diffuser l'innovation. Mais nous, nos deux sources principales d'innovation d'IP, c'est d'abord le terrain, on en a parlé, l'outil Valier, notre proximité avec le terrain au quotidien, et la science. C'est vraiment les cours sources d'innovation principale qui avait des choses plus à long terme, après tout à l'heure, sous de réaction au marché, d'arriver avec un nouveau produit pour demain. Ça, c'est de l'innovation déjà, d'améliorer notre produit. Ou la science qui a parfois nous amené à des réflexions au long terme. Et c'est toujours vraiment une sincérité dans les marches, que ce soit dans dans notre connaissance du terrain ou dans les avancées scientifiques. Voilà. On va après suivre avec le marketing de l'innovation qui est aussi particulier. Oui, merci Zacharie, merci de rappeler cette importance de cette démarche sincère. Oui, un dernier conseil peut-être. Conseil, en tout cas suggestion, sur des projets comme les nôtres techniques où il y a besoin de beaucoup de temps pour aller capter le marché, etc. L'erreur qu'on aurait pu faire en départ, c'est de sous-estimer le besoin financier et la trésorerie comme toute entreprise. Et au cœur évidemment de la réussite des entreprises comme Bertrand qui ont réussi à s'autofinancer, c'est aussi au cœur par la trésorerie aussi au cœur de besoin. Le conseil que je pourrais donner, c'est n'hésitez pas à vous entourer. Zacharie, tu as dû une phrase tout à l'heure sur la recherche de financement pourrait être un job à plein temps. Concrètement, on a fait le choix aujourd'hui de s'entourer d'une personne qui a ce rôle et qui nous a permis de bénéficier de types positifs qu'on ne connaît pas en tant qu'entrepreneur, qui sont ultra chronophages. Tu parlais du C2I tout à l'heure, donc crédit impôt innovation, crédit impôt recherche sur la partie produit, d'autres dispositifs à un jeune entreprise de vente, etc., que nous n'avons pas, mais qui existent également, et qui permettent même d'aller au-delà. Par exemple, nous, pour accompagner la levée de fonds, grâce à cette personne-là, donc qui s'appelle, je peux le citer, InnoSearch, nous a permis d'aller capter la région et d'avoir des aides de la part de région, notamment sur de l'avance remboursable, donc avec des conditions très intéressantes. Et ensuite de débloquer éventuellement encore d'autres dispositifs derrière pour assurer la pérennité de l'entreprise. Je vais donner aussi quelques conseils aux entrepreneurs. Tester et tester très très vite. Un produit qui est fini, c'est un produit qui a été mis sur le marché beaucoup trop tard. Il y a énormément de chances que le produit que vous imaginez aujourd'hui ne sera pas le produit que vous allez sortir demain. Je vais pas raconter l'histoire, les idées que j'avais au démarrage d'Équipe des Clics, mais on n'est pas du tout là où j'avais imaginé être il y a 20 ans. Il est très très important d'accepter l'imperfection et de se confronter le plus rapidement possible au marché. Plus vite vous allez vous confronter au marché, plus vite vous allez avoir des feedbacks importants et plus vite vous allez savoir si les gens sont prêts à payer pour votre produit, surtout. Parce que ça reste l'argent, le nerf de la guerre. Une entreprise, elle n'est pas philanthrope. L'objectif, c'est de gagner de l'argent et de gagner sa vie. Donc, il faut réussir à faire accepter à des entreprises, à des clients, de payer pour un service, pour un produit. Et plus vite on arrive à leur faire accepter de payer quelque chose, plus vite on va être capable de co-construire avec eux le produit idéal derrière. Oui, tout à fait, Bertrand, je suis complètement alignée. Où on recherche des projets qui vont pas très vite ou marcher pour différentes raisons. En confidentialité, on en a déjà parlé.
Parfois, on a des profils très techniques, des ingénieurs, des gens comme ça qui veulent le produit parfait selon eux et qui, je pense, ont une certaine inquiétude à aller au marché. Donc, on repousse ce moment à aller au marché et en fait, on prend des risques à faire ça. Et la phase d'étude de marché, par exemple, pour voir, ça peut être une phase de confrontation. Et il y a toujours une évolution entre effectivement l'idée, le départ, même les idées intermédiaires et la solution qui va réellement aller au marché, voire la V2, l'évolution de la solution. Merci sur cette question du financement. En plus, il y a beaucoup de choses en France. En France, il y a quand même l'innovation fait partie des choses qui sont encore poussées politiquement, mais c'est très délicat d'identifier tous les dispositifs. Donc, effectivement, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Il y a beaucoup d'entreprises spécialisées dans ce domaine. Vous allez chercher des fonds locaux, régionaux, nationaux, voire européens. Et c'est très délicat de les connaître et de répondre aux attentes. Donc, c'est bien d'être accompagné. Et networker, rencontrer des gens, c'est hyper important. On va tous avoir des avis différents sur vos produits. Là, il n'y a qu'une seule personne qui peut analyser ces avis, c'est vous. Parce que c'est vous qui êtes à la barre de votre entreprise. Vous allez prendre beaucoup de conseils. On va vous mettre en relation avec les bonnes personnes. Vous allez rencontrer les équipes d'Hippolia qui est génial pour vous mettre en relation avec les bons interlocuteurs à la région pour aller chercher de la subvention ou de l'avance remboursable, etc. Et le réseau est très, très important. C'est un investissement forcément parce que ça nécessite du temps d'être présent sur le terrain, rencontrer les gens, discuter, etc. Mais c'est tellement enrichissant d'avoir la possibilité de discuter avec d'autres entrepreneurs. Ça permet d'éviter certaines erreurs des fois, de renouveler les erreurs. Jonathan, tu as fait un sacré carrousel il n'y a pas si longtemps sur les erreurs que tu as pu produire derrière. C'est déjà l'étude de marché. L'étude de marché, c'est pas toujours le questionnaire en ligne. C'est aussi rester à l'écoute, partout, tout le temps. Très important. Alors, on poursuit. Donc, on a trouvé l'idée, on a co-construit, on a trouvé des financements et maintenant, on va au marché. Alors, comment on va au marché dans cette filière si particulière avec des codes, des habitudes, avec des esthétiques habituelles. Donc, on imagine parfois une acceptation de cette innovation un petit peu délicate, un temps peut-être dédié à cette acceptation de la l'innovation qui peut être long et pour lequel on a besoin d'argent pour atteindre ce temps. Est-ce que vous pouvez peut-être témoigner des actions en termes de diffusion, est-ce qu'il faut s'associer à des partenaires, des influenceurs, que sais-je, Zachary? Effectivement, tu es une tonalité du marketing d'innovation qui est en fait ainsi un peu particulier. Nous, ce qu'on a fait, voilà, c'est un profil d'entreprise un tout petit peu différent, mais ce qu'on essaye d'améliorer vraiment notre trésor plus, c'est la collaboration recherche-développement, marketing. C'est deux services qui sont différents, qui ne travaillent pas forcément ensemble, ou même la gouvernance, c'est un petit, la recherche-développement. Et c'est extrêmement important, hein, c'est d'améliorer toujours les process pour discuter et travailler les lancements ensemble. Ça pourrait être un petit peu, si vous voulez, auquel l'ingénieur a développé un produit, le marketing fait un visuel, le commercial développe. Et c'est vrai que si c'est en silo comme ça et qu'il n'y a pas de lien entre tous ces services, ça va être extrêmement compliqué et on risque, je reviens un peu sur la construction, mais on risque d'aller avec un produit qui fait flop, qui ne répond à rien. Donc l'idée, c'est d'aller faire intervenir les bonnes personnes de nos groupes, l'idée, c'est d'améliorer leur process. Pour on travaille ensemble avec on fait des formations, on essaye de montrer les pétos très tôt, le plus tôt possible, voilà, rajouter des petits détails, à nos démarquer pour rajouter sur ce produit qui, je rappelle, est sincèrement travaillé d'un point de vue technique en premier, mais intégrer toutes ces équipes marketing commerciales très tôt pour les embarquer dans le projet, pour que ça devienne leur produit, leur bébé, comme ça a été nous, on les rêvait, et qu'après, voilà, tout le monde soit extrêmement motivé dans le même bateau pour aller diffuser ce produit. Et après, très concrètement, c'est, voilà, avoir des fiches techniques détaillées, faire de la pédagogie. Nous, on a la chance au bureau d'avoir des chevaux, montrer les toits de maïs, la formation de méca, bioorganique, qui va former sur les chevaux, montrer le produit, comment il s'installe, qu'est-ce qu'il apporte, aller montrer des témoignages de nos testeurs, nos équipes marketing,
vraiment ils sont embarqués dans le truc et qu'après on se mettra ensemble à choisir, ok, on a 50 arguments parce qu'on a les meilleurs produits du monde. On va aller, ok, en choisir 3-4, lesquels sont les plus pertinents pour nos clients, pour notre cible, et c'est là où ils vont amener aussi leur compétence. Et puis on va aller essayer de lui expliquer. Je pense qu'on a besoin d'expliquer aussi aux gens qui sont les plus renseignés aujourd'hui. On entend cette importance de la formation chez vous, Zachary, la formation des forces de vente, la formation du marketing, parce qu'effectivement, cette innovation, il faut l'expliquer, l'expliciter. Si elle est en rupture, ça peut être délicat de comprendre comment elle fonctionne, la valeur ajoutée. Est-ce qu'il faut aussi former des utilisateurs? Oui, c'est aussi une grosse piste d'amélioration continue, de former les collaborateurs, de former nos clients. Comme je l'ai un peu dit, ils sont de plus en plus renseignés aujourd'hui, que ce soit dans la filière ou dans toutes les filières. Des personnes vont aller se renseigner, vont avoir, ils se posent contact avec les marques, vont aller sur différents blogs, aller voir les influenceurs, se former, etc. Et donc, c'est à nous, aux marques, et d'autant plus que travailler le choix et d'être client, d'être au niveau de ça, d'attirer Rochab et d'amener aussi de la connaissance, donner de l'expertise, donner de la confiance. Et c'est extrêmement important de se placer ainsi et voilà. Donc, nous, le service R&D a vraiment une partie de ses missions doit être aussi de diffuser ça, que ce soit en interne ou en externe. La diffusion de l'innovation, ça passe aussi par l'échange avec les professionnels du terrain. Les M de choses, il faut savoir parler leur langage et connaître leur métier, bien comprendre le cheval, connaître le cheval. Le cheval et l'hypélope, par exemple. Si on ne sait pas ça, on peut faire des erreurs sur la conception de certains produits. Il est important de pouvoir bien discuter avec ces éleveurs pour leur faire passer l'innovation. Parce que si on n'a pas le même langage avec ses utilisateurs, on a beau avoir la meilleure innovation du marché, on n'arrivera pas à les convaincre. Donc, il y a vraiment réussir à s'adapter également à son marché et utiliser le même discours. Au démarrage, sur Equilibric, on avait fait aussi nos erreurs. On avait un discours qui était un petit peu trop tech. On a réinversé un petit peu le principe, d'autant qu'on s'adresse aux éleveurs, à nos haras. On cherche le petit tips qui va faire tilt déchirer dans la tête du gérant du hara, parce que c'est cette fonctionnalité-là dont il a besoin. Et une fois qu'on est rentré là-dedans, on va pouvoir diffuser de l'innovation progressivement dans le temps. La filière cheval, enfin, tu veux que t'en parles un petit peu avec ta thèse. De mon point de vue, la filière cheval accepte énormément d'innovation, mais il faut du temps. Il y a un temps qui est sans doute lié au secteur agricole, qui fait que l'ensemble des étapes d'innovation ne peuvent pas être amenées en un seul temps. Et il est très, très fréquent que nos clients, lorsqu'on les forme sur Boomi, par exemple, ils utilisent 15% des logiciels au démarrage. Et il nous faut 2 ans, 3 ans pour leur faire utiliser 60% de l'outil. Parce que sinon, on va trop vite. En fait, pour eux, on n'est pas au rythme d'acceptation de cette innovation pour leur structure et pour leurs équipes aussi, parce que ça peut être aussi important. Je vais rebondir sur d'abord ton premier point, ou le langage. Le langage cheval, c'est un langage particulier. Alors, on est tous cavaliers ici, je pense, mais donc ça nous semble normal. On parle tous le même langage et la même langue. Quoique, un entraîneur de trotteur ne va pas parler la même langue qu'un cavalier de CSO, qui lui-même ne parlera pas la même langue qu'un cavalier de western. Et cette maîtrise du langage me paraît extrêmement importante. C'est finalement maîtriser les codes et les usages aussi. Et c'est rentrer et montrer qu'on fait partie de l'univers et que notre innovation est adaptée à cet univers. Petit clin d'œil avec Equilibric, ça paraît aussi important dans la communication après de l'innovation, d'être entouré de personnes qui partagent aussi cet univers et ses valeurs et qui comprennent l'importance de cette maîtrise du discours. Pour rebondir sur ta question de la diffusion d'innovation, effectivement, un des résultats quand on s'intéresse à l'acceptation d'innovation dans les secteurs traditionnels dont la filière équine fait partie, finalement, on a un temps de démarrage, ces fameux early adopters dont tout le monde a déjà entendu parler, particulièrement long. Pourquoi? Parce que l'innovation doit se montrer légitime.
légitime dans notre industrie, légitime pour apporter de la valeur à nos utilisateurs. On sait que souvent l'innovation vient toucher le cheval, de loin ou de près. Le cheval, c'est un animal qui a beaucoup d'affect, beaucoup de valeur pour nous, qui est très important. Et en tant que cavalier, on sait tous que changer avec le cheval, c'est prendre un risque. Donc, si changer avec le cheval, c'est prendre un risque, accepter l'innovation, c'est prendre un risque. Donc, forcément, on va attendre d'être beaucoup plus convaincu, on va attendre des sources d'arguments, de légitimité, des preuves de toute nature à tous les éléments beaucoup plus longuement, et bien, il y a beaucoup plus d'intense que dans un marché qui, par exemple, va valoriser la nouveauté ou la technologie. On est ici dans le temple des événements de notre filière équine. Quant à cette question de la diffusion d'innovation, quid de l'importance de participer à ces événements? Jonathan, peut-être. Jonathan qui a gagné le village des startups l'année dernière. En effet, nous, on a une double clientèle. On a la partie B2C qui est plutôt la demande entrante de transport. Et pour des entreprises technologiques comme la nôtre, c'est pas forcément on se fait connaître, mais c'est pas là où on va maintenant acquérir la demande entrante. Par contre, et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment sur notre stand, on a besoin d'avoir un lien. On parlait d'acceptation de l'innovation. Et l'acceptation de l'innovation a été très complexe, notamment du côté des transporteurs. Je pense que l'humain de base est réticent au changement. Dans un milieu qui, malgré tout, en termes de numérisation, est quand même en retrait par rapport également à d'autres secteurs qu'on puisse connaître. Et nous, l'acceptation de l'innovation a été quand même, malgré tout, complexe. On a encore des transporteurs très réfractaires à utiliser la solution parce que des habitudes, parce que, comme tu le disais, ils voient pas forcément, ils ont encore la preuve que et à contrario, les transporteurs qui communiquent entre eux et qui voient le bénéfice sont des transporteurs qui sont déjà convaincus avant même d'arriver. Donc, la visibilité ici a permis vraiment de créer du lien. Et Bertrand en parlait tout à l'heure, mais on en avait parlé avec qui sert sur l'importance du réseau. Et je pense que dans de nombreux domaines, et notamment le nôtre, le réseau a une importance capitale, que ce soit pour les partenariats, pour faire connaître la marque, pour la notoriété, et puis également pour faire grandir la solution, puisque aujourd'hui, c'est non seulement le marché non qui nous a permis d'être où on est aujourd'hui, mais également en côtoyant des experts comme Bertrand qui ont cette expérience dans le domaine, de prendre des décisions stratégiques qui lui permettent d'avancer plus vite et de pas rester dans notre point. Puis justement de la confrontation au marché, pour revenir très rapidement dessus, je pense que quand on est entrepreneur et qu'on a une idée, souvent on a peur de se confronter à la réalité du marché. Et finalement, aller au marché, c'est quelque chose qui peut faire mal. Et donc, tant qu'on est dans cet espace de construction de l'outil, on est dans une zone de confort qui nous protège. C'est peut-être le moment de faire un peu le lien avec ce que toi, tu proposes, Alice, sur les études. Je pense que l'étude de marché, elle est importante à tous les niveaux. Avant d'avoir recours à tes services, on avait fait une étude simplement quantitative sur une volumétrie potentielle de demande et de transporteurs. Bon, c'est super, ça c'est le socle d'une taille de marché, mais au-delà de ça, ça qualifie pas les habitudes, ça qualifie pas les usages. Tu vas peut-être pouvoir vous en parler sur la façon dont on a travaillé ensemble. Et je pense que cette étude du marché, elle peut se faire à différents niveaux. Il y a l'étude concurrentielle, juridique, tout ce qui se passe autour, qui sont des choses qui sont finalement une veille permanente. Mais aujourd'hui, on va bientôt retravailler ensemble justement pour comprendre comment on peut faire évoluer la solution. Et je pense que le marché est également en constante évolution et qu'il est important de rester en veille par rapport aux attentes des utilisateurs pour aussi s'adapter de façon permanente. Oui, tout à fait. Juste pour rebondir, Jonathan, sur ce témoignage autour de l'étude de marché. Des fois, je rencontre des porteurs de projets qui me disent, bon, pas forcément besoin de faire une étude de marché, j'ai pas de concurrence. Sauf qu'en fait, la concurrence principale la plus importante, c'est souvent simplement l'habitude. Vous pouvez très bien arriver avec une innovation très en rupture sur quelque chose où il n'y a pas d'objet connecté à cet endroit ou des choses comme ça, mais le problème auquel vous souhaitez apporter une solution, il est déjà toujours résolu. Probablement mal, probablement de manière imparfaite, probablement de manière chronophage, mais il est résolu. Et il est résolu avec une habitude, donc quelque chose qu'on maîtrise en tant qu'utilisateur. Et changer, ça a un coût. Ça a un coût de temps, potentiellement un coût d'argent. Donc, il ne faut pas sous-estimer ça. Donc, étudier la concurrence, c'est aussi étudier le changement, l'habitude actuellement en place. Et pas uniquement le compétiteur qu'on identifie par un benchmark. Je reviens sur les événements quand même. Importance d'événements, Bertrand. Est-ce que tu peux nous témoigner quelque chose autour de ça?
Alors, les événements, c'est comme toute action de communication, il faut que ce soit ciblé. Donc, il faut s'assurer d'avoir son public en face de soi. On va pas communiquer de la même manière, enfin, peut-être sur les mêmes événements. Si on fabrique des sulky, si on fabrique des camions de chevaux, si on fabrique des SEM pour le CSO, on va choisir ces événements de manière précise et notamment dans l'ouverture d'un marché. Ça m'intéresse d'avoir votre avis chez Coupling. Dans l'ouverture d'un marché international, on en parlait hier avec les entreprises irlandaises, réussir à identifier les événements sur le terrain, du territoire, les événements qui sont adaptés pour me permettre de capter mon marché. C'est pas toujours si évident que ça. Nous, on a testé l'appétence en Irlande et en Angleterre très récemment avec une année des personnes présentes sur place qui étaient là juste pour être présents sur les événements, découvrir les événements ou identifier quel était le type de public qui était présent sur ces événements, pour essayer de dupliquer la méthode qu'on avait mis en place en France sur les bons événements. Mais tous les marchés sont pas identiques. Effectivement, je crois que c'est comme quand on développe un produit, des fois on se trompe aussi sur un événement. Malheureusement, ça répond pas tout à fait. Nous, on suit quand on va dans un nouveau pays, c'est quand on développe un nouveau marché. Ça va être aussi sur les commerciaux, les techniciens, les experts qui sont sur le terrain, qui vont dans les écuries au quotidien, qui vont savoir un petit peu the place to be de l'endroit. Ça va être sur ça. Et après, nous, d'un point de vue R&D, on va avoir plusieurs objectifs différents. Honnêtement, quand on vient par exemple avec Italian, on parlait tout à l'heure de formation. L'idée, c'est aussi d'amener une autre expérience sur nos stands, d'amener l'expérience de pédagogie, expliquer comment on développe des produits, expliquer de tout ça. On a des scènes, par exemple, qui sont pas terminées. On va pouvoir montrer comment est conçu la scène, tout ce qu'il y a à l'intérieur, tous les avantages. C'est d'amener aussi quelque chose, une autre expérience au format commercial. Et puis l'idée, c'est aussi de faire du réseau, de venir vous rencontrer, de discuter avec des clients. Parfois, on a testé des prototypes sur les épreuves. Tout à l'heure, tu disais qu'il fallait pas forcément attendre d'avoir la prototype. Je crois que nous, on essayait vraiment aussi, peut-être même des fois un peu trop tôt, mais on n'a pas hésité à mettre des fois des protos sur des droits pour site web pour vraiment se confronter, voir comment ça répondait et ce qu'on pensait de nos clients. Donc voilà, les objectifs sont très divers et variés. Ça, on peut se le permettre parce que c'est Lyon, c'est un très gros événement et c'est pour ça qu'on se permet d'avoir plein de différentes activations et d'objectifs. Après, on va plutôt pour répondre à ta question, là où est le marché, là où sont les grosses compétitions et c'est nos experts qui nous guident et qui connaissent leur territoire. Chaque expert a sa région et son auto-entrepreneur de son territoire, il va aller là où il lui semble et je pense que faut pas hésiter à lire, de temps en temps on se trompe effectivement. L'erreur fait complètement partie du processus entrepreneurial et en France, on n'aime pas se tromper, on a un peu du mal avec ça, mais c'est tout à fait normal et on apprend de ses erreurs. Je vais juste revenir sur la question de l'expérience que tu as soulignée, Zachary. C'est particulièrement important, je pense, dans notre industrie. Le cheval, l'équitation, l'entraînement du cheval de course, c'est une expérience. C'est une activité sensitive sur laquelle on est en relation permanente avec le réel. Et dans notre industrie, la légitimation de l'industrie, elle passe aussi par cette prise en main. Et les salons, notamment, parce qu'on présente nos produits audiovisuels, sont vraiment une occasion de prise en main du marché. Et il faut vraiment, je pense, dans notre industrie traditionnelle, pas négliger l'importance de cette expérience qui est tout à fait inconsciente, je pense, mais qui vient vraiment aider à l'acceptation de l'innovation. Messieurs, est-ce que vous souhaitez compléter ou est-ce qu'on souhaite passer aux échanges avec notre auditoire? Bien. Alors, je me permets de tourner vers vous, ici, présents ou en ligne. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être que vous portez un projet d'innovation. Merci beaucoup pour vos présentations. Alors justement, quand vous étudiez une innovation pour la mettre sur le marché, comment est-ce que vous savez, est-ce qu'il y a des no ou des no-go? Parce que souvent, quand l'innovation elle n'est pas encore commercialisée, les gens vont pouvoir dire oui, je veux bien l'acheter, etc. Mais à partir du moment où il faut commencer à sortir le chéquier, là, on voit une différence. Donc, comment est-ce que vous gérez ça déjà d'abord? Et ensuite, si vous avez des frictions, notamment Jonathan, tu en parlais tout à l'heure, comment est-ce que vous faites? Parce que vous avez un processus pour ces personnes-là, petit à petit,
faire en sorte de peut-être baisser leurs barrières pour qu'elles acceptent l'innovation? Alors, pour répondre à ta question, nous, de notre côté, je pense que Zachary et Bertrand ont une expérience complètement différente. Nous, on est assez jeunes malgré tout, mais on est en phase d'itération permanente. Les erreurs qu'on faisait au départ, c'était d'identifier un besoin, d'imaginer la façon comme d'une fonctionnalité, comme une fonctionnalité va pouvoir répondre à l'innovation, de la développer et de la mettre dans les mains de nos utilisateurs. Je pense que c'est la pire des erreurs. Aujourd'hui, on a changé de système. On a déjà un système de pré-filtre et de qualification du besoin qui est beaucoup plus poussé, en étant beaucoup plus proche des utilisateurs, pour aussi de vérifier avec notre équipe technique quelles en sont les contraintes. Peut-être une fonctionnalité qui peut être énorme, volatilisée en plusieurs petites fonctionnalités et d'aller chercher vraiment ce qui est attendu dans la fonctionnalité. Et on travaille de plus en plus avec des systèmes de maquette, puisque si à un client, le produit va être comme ça, imaginez-vous que le bouton va être là-bas, on va avoir des oui, mais finalement, ça correspondra pas vraiment à l'usage. Et aujourd'hui, on est dans des phases en amont de maquettage où on va faire tester les maquettes à nos utilisateurs pour ensuite, finalement, avoir la version qui corresponde le plus aux attentes. Donc, faire avancer telle une petite chenille en avant vers la bonne fonctionnalité. Pas simple à passer, ces petites chenilles, très complexes. Je pense que le juge de paix, pour répondre à ta question, le juge de paix, c'est l'acceptation de faire payer. Et il faut identifier le early adopter qui accepte de payer, parce que s'il ne paye pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de marché, qui accepte de payer pour un produit qui n'est pas encore fini, mais sur lequel ils peuvent co-construire. Donc, on implique énormément, on va pas dire d'autres communautés, parce que tu as une communauté qui est beaucoup plus conséquente que la... Mais on applique notre communauté de clients. On a quelques early adopters sur certains produits. On sait qu'on peut les solliciter, on sait qu'on a le droit d'échouer avec eux parce qu'ils construisent nos produits aussi avec nous, mais ils acceptent un échange de payer. C'est aussi les valeurs que vous transmettez au sein de l'équipe technique, de dire on va y arriver. En tout cas, on travaille ensemble pour y arriver. Ce schéma d'itération est hyper important parce que si on n'arrive pas à faire payer le client au démarrage, c'est très, très difficile de passer d'un modèle freemium, par exemple, à un modèle premium. On en a discuté un petit peu l'année dernière, Jonathan. Et il y a quelques startups du village qui sont encore sur ce modèle freemium et qui vont avoir énormément de mal à passer au modèle premium. Parce qu'en fait, c'est pas du tout le même marché. À partir du moment où on fait payer quelqu'un, les gens ont tendance un petit peu à se sauver. Vaut mieux avoir très, très peu d'utilisateurs qui payent qu'une énorme communauté de freemium. Ça permet d'avoir des retours de terrain aussi, hein, mais derrière, faut réussir à être rentable un jour aussi. Et on est dans une filière où on est sur des tout petits marchés. On peut pas faire comme ce qu'ont fait certaines grosses entreprises sur des marchés mass market énormes où on a droit de dépenser parce qu'on sait que on a une possibilité infinie en fait de succès derrière. Quand on a un gros succès dans la filière cheval, sur des sujets comme le transport, etc., la rentabilité n'est pas forcément toujours évidente. Et c'est ce qui peut poser problème à des investisseurs s'ils n'ont pas une vision d'attraction de l'emploi. Plus vite, en tant que start-up, on arrive à un entier qu'on est capable de faire payer des gens, plus vite ça va rassurer aussi les investisseurs derrière. Tout à fait. Tu veux réagir, Zachary? Oui, éventuellement. Je pense que ça dépend aussi de l'innovation. L'innovation incrémentale, l'amélioration est vraiment très souvent faible perçue. C'est pas quelque chose qui fonctionne très bien, surtout dans la filière. Pour revenir sur ce qu'on a dit. Innovation de rupture, effectivement, parfois, c'est un tout petit peu plus compliqué. Moi, je peux parler du côté connecté, de la data. On a pu vouloir mettre gaz chez CW. On a toujours des produits connectés qui sont disponibles. Et OK, on va pas hésiter à se dire qu'on s'est un tout petit peu trompé, continuer pas trompé, mais un temps d'avance là-dessus, peut-être sur notre marché. Et là, l'avantage qu'on a, c'est que de toute façon, comme le dit, c'est d'avoir arrivé de la science parce qu'on a mesuré le Lujan, le fait du sel. Sur le Lujan, comme c'est dit, tiens, on a des capteurs, on va pouvoir regarder s'il marche, s'il frappe, etc. Et qu'on a créé un peu d'écoloté. Donc déjà, c'est parce que on a voulu acquérir de la donnée et de la connaissance sur le cheval. On s'est dit, tiens, on va faire un peu égalité. Et que de toute façon, tout ce savoir et cette connaissance nous sert encore aujourd'hui au quotidien à faire développer de nouveaux produits et on se sort de cette connaissance qu'on a acquise. Et là, après aussi, à nous de faire un pas de côté, d'ailleurs, il y a peut-être aussi
on va faire un pas de côté et essayer de trouver une autre cible. Et peut-être que le B2C avec local allié n'est pas la bonne soupe tout de suite aujourd'hui. Et c'est là que cette partie stratégie data est passée chez Arion Leo et allait faillir sur le marché des vétérinaires, des entraîneurs de chevaux, c'est tout du B2B. Et OK, quand le marché sera fait, on le sera aussi. On continue à travailler là-dessus. On n'hésite pas à travailler, voilà, la data, la science, l'acquisition de données, les objets connectés. Juste, on a changé un peu de marché et quand le marché du B2C reviendra, on sera prêt. Oui, on en voit encore cette question du temps et du temps à d'être au bon moment dans le marché. Et cette question de la durée, encore une fois. Je vais juste revenir sur le début de la question, sur comment, qu'est-ce qu'on sent cet intérêt, comment est-ce qu'on sait si c'est plutôt OK, go, no go, comme c'était dit dans la question. Alors, bon, effectivement, je vais parler pour ma paroisse, prêcher pour l'étude de marché. L'étude de marché, c'est jamais blanc ou noir. Sinon, j'aurais une boule de cristal et ça serait trop bien. Par contre, on a des tendances très fortes. On a des tendances très fortes, on peut avoir des intérêts très forts exprimés. Ça suppose pas, et vous l'avez très justement dit, un acte d'achat derrière. Mais par contre, déjà, on peut aussi voir ce qui supposait un non-acte d'achat, ce qui est extrêmement important. Ça permet aussi de voir toutes les évolutions, soit opportunités de développement, soit erreurs à ne pas commettre. Donc, c'est extrêmement important. Ça nous permet d'affiner. Et sur la question d'intérêt, avec l'expérience, on peut comparer avec des projets passés aussi. Essayer de se dire, tiens, ce projet, il avait tant d'intérêt présenté, tant de temps nécessaire pour la mise au marché et derrière telle ou telle réussite. On peut aussi essayer de se poser la question, par exemple, est-ce que le marché est déjà un marché connu dans lequel je lance un nouveau produit? Et là, par exemple, si j'ai un faible taux d'intérêt, c'est très critique parce que du coup, le marché est déjà habitué à la solution proposée. Donc voilà, on va essayer de travailler par itération autour de ces différentes idées. C'est jamais tout blanc, tout noir, no go, go. En plus, ça va dépendre aussi cette décision-là du business plan, de la rentabilité qu'on a déjà évoqué, du projet de vie autour de l'entrepreneuriat parce que c'est très important. Mais ça va nous conforter ou nous éviter des erreurs. Ça nous permet surtout de faire une évaluation du risque. Et c'est presque ça le plus important, en fait. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est un peu fonceur, généralement. Mais l'avantage de l'étude de marché nous permet de faire une bonne évaluation du risque que l'on prend. Je disais tout à l'heure qu'il fallait faire payer les gens. On peut éventuellement imaginer avoir un modèle freemium dans un premier temps. C'est juste qu'on a conscience du risque de pas réussir à convertir derrière et que ça va peut-être être coûteux de faire convertir notre freemium en premium derrière. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a des questions en ligne, notamment pour rebondir, l'étude de marché est une des étapes dans l'innovation. Est-ce qu'il y a d'autres grandes étapes comme ça qu'on peut donner et qui permettent d'avancer dans son projet d'innovation? La protection, peut-être en parler un petit peu. Protection de l'innovation, il y a plein de manières de protéger son projet, produit, les brevets, les enveloppes solo, la sécurité de l'information, le secret de la recette secrète derrière. Chez Equideki, par exemple, pour parler un petit peu de notre expérience, c'est très très difficile de protéger un logiciel. C'est même, à part aux États-Unis, on peut pas protéger un logiciel de gestion. L'unique protection que nous avons, c'est d'être le plus rapide à l'exécution et le plus rapide à la mise en place sur le marché. Donc, de réussir à toucher le marché le plus rapidement possible derrière. Est-ce qu'il y a d'autres expériences à partager sur ce sujet? Non, mais je pense que être le plus rapide, c'est comme tu disais aussi tout à l'heure, être sous la contrainte et avoir voilà, des temps de développement qui soient courts et toujours avancer, c'est aussi quelque chose de très important. Et que, voilà. On a parlé identification de l'idée, on a parlé co-construction, on a parlé étude de marché, on a parlé financement, protection de l'innovation. Et quand c'est fini, c'est jamais fini.
C'est-à-dire qu'après, c'est l'évolution. Et puis, c'est tous les enjeux de la réalité entrepreneuriale. Et ça, faut pas le négliger, c'est-à-dire que avoir un projet d'innovation, c'est surtout devenir chef d'entreprise parfois. Et s'entourer des bonnes compétences ou les maîtriser soi-même et continuer de faire évoluer son projet parce qu'évidemment, il y a peut-être la question de la largeur de gamme derrière et la question éventuellement de la distribution si on a un produit et la question du suivi du positionnement concurrentiel. Faut-il évoluer? Faut-il sortir d'autres choses? Donc, faut rester en permanence en veille et ça aussi, c'est un enjeu important. Oui, pour répondre à ça, enfin pour poursuivre, je pense que nous, dans notre cadre, en tout cas, sur le produit, c'est encore certainement différent, mais on en parlait dans le fameux carrousel. La V1 n'est pas un aboutissement, loin de là. En fait, la première version, faut vraiment la considérer comme une version presque de test, si on veut le dire. C'est le socle de la construction et surtout, on parlait de l'échec en France, qui est très très mal vu, certainement beaucoup moins aux US que dans d'autres. Voilà, on peut faire avec un marché. Mais surtout mettre l'orgueil de côté et accepter que ce qu'on a pensé d'un produit, ce qu'on a pensé d'un usage, correspondra peut-être pas du tout aux attentes du marché et accepter le fait que on soit trompé et rebondir et finalement aller sur ce qui va être utilisé par le marché vert. Au niveau de la conduite de l'innovation également en entreprise, il y a quelque chose qu'il faut garder, c'est l'envie d'innover en permanence, d'être rêveur un petit peu. Il y a ce fait rêveur que moi j'ai beaucoup au sein de l'entreprise. J'ai un associé qui lui plutôt va mettre les pieds sur terre et me demander combien de personnes vont payer pour cette idée loufoque que j'ai encore à nouveau. Donc c'est un belle équipe qu'on a trouvé avec David. Si David. Et c'est important de l'avoir cet équilibre au sein de l'entreprise parce que si on n'est que rêveur, on oublie un petit peu le marché. Alors et si on pense que marché, ben, du coup il y a plus d'innovation vraiment derrière. Donc, c'est une équipe qui est pas forcément facile à trouver. Dans un grand groupe, ça se structure généralement, il y a des budgets qui peuvent être associés. Mais il y a quelques boîtes en France où l'innovation n'est pas ça développée parce qu'il n'y a pas de budget associé. On a toujours fait comme ça, on doit continuer à faire comme ça. C'est pas toujours facile à trouver cet équilibre, investir avec du risque fort, mais garder un objectif économique derrière. D'autres questions, monsieur Mathieu? Une autre question, vous disiez tout à l'heure que la filière équine était particulière. Est-ce que vous trouvez qu'elle est malgré tout favorable à l'innovation? Et pour ceux qui sont sur le marché depuis quelque temps, est-ce que vous trouvez que ça a évolué par rapport au regard sur l'innovation au sein de la filière? Merci beaucoup pour cette question qui est au cœur de mon sujet de thèse. Alors, sur la première question, la filière équine accepte-t-elle l'innovation? Peut-on innover? Oui. Oui, bien sûr, un grand oui, la filière équine innove. Le problème, c'est la question de la définition d'innovation. C'est-à-dire que, est-ce que l'innovation est forcément une innovation de rupture? Et auquel cas, forcément, l'innovation de rupture est plus en difficulté dans notre filière, pour des raisons qu'on a évoquées ici. Mais on innove depuis longtemps et depuis toujours. Enfin, si vous avez une trentaine, une quarantaine d'années, on monte pas avec les mêmes casques aujourd'hui qu'il y a 20 ans. On n'utilise plus certaines solutions. La nutrition a progressé. Donc, on est en permanence évolution. Donc, pour moi, l'innovation a toute sa place en la filière équine. Et tous les entrepreneurs et les entreprises, les PME, les groupes, les TPE présents ici sur le salon sont l'exemple même d'innovation à continu. Par contre, on n'innove pas dans n'importe quelle condition. Et donc, il faut avoir en tête ce secteur et ce contexte particulier qui va peut-être être plus en difficulté avec l'innovation en rupture, qui va demander peut-être plus de temps pour l'acceptation de ces innovations, qui va demander peut-être de la prise en main, de l'expérience. Mais ça reste possible pour moi, sans aucune difficulté. Oui, effectivement, nous, on voit quand même qu'on a une vraie demande d'innovation, une innovation plutôt d'amélioration des produits. Ça, il y a vraiment, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais il y a une demande sans cesse d'amélioration des produits. Les consommateurs, les clients, les cavaliers sont de plus en plus renseignés. On revient tout plus loin, connaissent mieux l'anatomie, la biomécanique du cheval, son fonctionnement, et nous oblige à nous élever aussi. Je pense que sur les innovations de voiture, on a parlé un peu de marché, tout ça, mais il faut pas oublier qu'aussi on travaille avec un cheval. La connaissance du cheval est primordiale et l'innovation de rupture est peut-être plus facile à mettre en place dans un sport, c'est que l'être humain.
ok, tout ce qui va nous faire gagner quelques centimètres, quelques secondes, va être tout de suite beaucoup plus adapté. Alors que ici, la performance, que ce soit la performance sportive ou la performance, la bonne relation avec le cheval, ne va pas forcément être liée à un produit ou à l'innovation. Donc c'est là aussi où on a forcément, au-delà du côté traditionnel, on a un cheval. Et ça peut être ça aussi qui met un peu de difficulté à ce que produire. On a tous les problèmes qu'on peut vivre avec un cheval. Et puis, de manière cognitive, on a un peu l'habitude d'opposer tradition à innovation. Et finalement, on peut aussi innover par la tradition. Parce que revenir à des savoirs ancestraux validés empiriquement, mais qui fonctionnent, c'est parfois aussi une source d'innovation. Voilà, je pense particulièrement au Saint-Foin et Equifolia, utilisé historiquement au début du XXe siècle pour nourrir les chevaux, perdu par l'industrialisation derrière et qui aujourd'hui revient avec des particularités particulièrement intéressantes sur de nombreux points très innovants. Donc, tout à fait possible pour moi. Bon, merci beaucoup à toutes et à tous, que ce soit les personnes en ligne ou les personnes présentes. Merci Jonathan, merci Bertrand, merci Zachary. On reste disponible pour vos questions. Si vous voulez prolonger les échanges sur le salon, on va se retrouver sur le stand Equisser à quelques mètres de là pour un pot convivial. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Et merci pour votre attention. On reste tous à la disposition des futurs entrepreneurs de la filière.